LN24, premier sur l'info, 19h30. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, nous commémorons 1 an de guerre à l'occasion de cette deuxième heure d'émission et nous sommes avec Paul Vaseux. Je vous présente comme travailleur humanitaire, mais aussi quand même comme doctorant en philosophie et c'est bien là ma première question qui va permettre de comprendre un petit peu tout ce que vous avez traversé et votre témoignage complètement hallucinant. Qu'est-ce qui pousse le doctorant en philosophie à Strasbourg, qui a d'ailleurs un contrat doctoral, à arriver en Ukraine le 14 avril? Oui, alors j'espère que mon directeur de recherche ne me regarde pas ce soir, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par l'université de Strasbourg. Je suis censé écrire ma thèse et pas... Et pas parcourir l'Ukraine, ce que vous avez fait en fait dernièrement. Oui, mais le sujet de ma thèse, je travaille sur le communisme russe. Donc je trouve que, je dis ça un peu de manière ironique, il n'y a rien de mieux que pour comprendre l'essence totalitaire du communisme russe et de son rejeton fasciste avec Poutine, c'est que d'aller de se frotter à l'artillerie russe. Donc là, il y a 3 jours, j'étais sur la ligne de front à Siversk, où avec mon association Ukraine is Europe, que j'ai cofondé avec Arthur, un humanitaire français, et d'autres bénévoles qui, depuis le début de la guerre, se sont engagés dans différentes villes en France. Et avec lesquels on achemine de l'aide humanitaire, des ambulances, des générateurs. Mais je trouve que ma thèse en ressort de manière plus empirique Bien sûr. Du fait qu'elle de comprendre, d'aller sur le terrain et de vivre ce qu'est le monde russe. Oui, s'il s'agit d'interroger les effets du communisme aujourd'hui et de l'empire soviétique, de sa dislocation et de ses restes idéologiques, on est en plein dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des détails quand même assez frappants. Par exemple, il y a un prêtre évangélique qui, à Strasbourg, vous dit il faut faire quelque chose pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, vous récoltez des fonds. Les grosses ONG, si je résume, disent envoyez-nous l'argent que vous avez récolté, on s'en occupera mieux que vous. Et vous, au contraire, vous allez sur le Bon Coin acheter des ambulances et les envoyer là-bas. Mais est-ce que vous étiez conscient du chaos que vous alliez trouver là-bas? Y étiez-vous même psychologiquement préparé? Bonne question. Je n'étais pas psychologiquement préparé, je n'ai fait aucune formation. À vrai dire, j'ai juste fait une formation pour manier des kalachnikovs, parce que quand cet été j'ai voulu être ambulancier volontaire, j'ai constaté que les grandes ONG comme Médecins du Monde et autres n'étaient pas dans les zones de combat. Et un commandant m'a demandé de suivre une formation militaire intensive obligatoire. Moi qui, il y a 10 ans, étais moine trappiste et cherchais Dieu dans la prière et le silence, je me suis retrouvé avec une équipe de jeunes femmes, de jeunes hommes dans les forêts à faire des entraînements militaires. Donc le contraste est effectivement assez choquant. Mais il y a un deuxième contraste assez choquant qui m'a interpellé en arrivant en Ukraine. Pas la première fois, parce que la première fois, début avril, tout était... il y avait des checkpoints partout, comme vous l'avez vu, Benoît. On est arrivé à Lviv, et les Russes venaient de partir, il y avait des champs encore en flammes. Mais maintenant, quand j'y vais, je constate qu'il y a 3 Ukraines. À l'ouest du pays, la vie est presque normale. Il y a des sirènes quasiment tous les jours, mais les gens s'y sont habitués. Il y a ensuite l'Ukraine du milieu qui est dans une espèce d'attente un peu anxieuse avec des bombardements un peu plus répétés, mais la défense antiaérienne ukrainienne détruit la plupart des missiles, donc il y a en réalité plus de chances de mourir d'un accident de voiture en Ukraine actuellement que d'un missile dans cette partie de l'Ukraine. Et ensuite, il y a l'Ukraine du Donbass, de la zone de Zaporijia, l'Ukraine du front, où j'ai envie de dire, les médias distortent la réalité, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on pense que toute l'Ukraine est sous une pluie de missiles, mais en réalité, les gens vivent assez bien. Il y a des coupures d'électricité, mais l'Ukraine est résiliente et forte et a réussi à gérer à ce que Poutine voulait créer, un blackout énergétique. C'est pour ça qu'on emmène des générateurs. Mais par contre, l'Ukraine du front est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que montrent les médias est vrai. Parce que moi, mes amis à chaque fois me disent « Mais ok Paul, mais qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'est vrai ?» Oui, c'est vrai, mais dans une image vidéo, on ne sent pas l'odeur des cadavres. Dans une image vidéo, il y a tout ce qui relève du non-verbal qui n'est pas perçu. Ce qui m'a par exemple touché, dans les zones d'Izium, de Liman, c'est
À un moment donné, j'ai vu un groupe d'enfants qui sortaient de je ne sais d'où, dans un village fantomatique à moitié détruit, où il n'y avait que des chiens hurlants. Et il y avait 2-3 petits garçons qui bombaient le torse et qui roulaient à côté de moi avec leur vélo. Et un groupe de jeunes filles qui, dès qu'elles m'ont vu, ont détourné le visage, se sont encapuchonnées et sont parties. Et j'ai compris après que les Russes avaient été là et avaient violé énormément de filles. Et donc, voilà, ça on ne le perçoit pas dans les images. Sébastien Gobert, je me permets de me tourner vers vous un peu pour continuer cette réputation que sont en train de se forger quand même les Russes sur le territoire ukrainien. On sait que il y avait là des pans, en tout cas, de la population ukrainienne, y compris à Kiev, relativement favorables à ce que peut être la Russie de Poutine, qui regardait en tout cas la télévision qui lui est favorable. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est en un an, qu'est-ce qui a changé dans la mentalité des Ukrainiens, dans l'âme ukrainienne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, en un an, dans le caractère des Ukrainiens, s'est modifié irrémédiablement? Oui, oui. Alors d'abord pour rebondir sur ce qui vient tout juste d'être dit, c'est vrai qu'à Lviv, hein, la vie est vraiment normale, hein. Et d'ailleurs, les habitants ici, tous mes contacts ici se félicitent du fait qu'il n'y a pas eu de coupure de courant depuis 3 semaines. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui s'améliore. Moi, la dernière fois que j'étais ici à Lviv, c'était début janvier pour les fêtes de Noël. Et là, il y avait des générateurs partout dans les rues. Et maintenant, eh bien, ces générateurs sont rentrés à l'intérieur parce que tout simplement les magasins, les boutiques, les restaurants en ont moins besoin. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut se féliciter. Et c'est aussi là-dessus qu'on voit eh bien, l'échec de la stratégie de Vladimir Poutine de lancer une invasion généralisée de l'Ukraine. Et on a vu qu'au cours de l'année qui s'est écoulée, eh bien, il n'a fait que réduire en fait ses ambitions à tel point que maintenant, ça fait maintenant 6-7 mois qu'il se concentre sur une petite ville qui s'appelle Bakhmut dans l'Est et qui, au prix de nombreuses morts et de nombreux dégâts matériels, eh bien, pourrait à un moment donné passer dans le giron russe, mais ne représente absolument aucun intérêt stratégique quand on regarde la carte dans son ensemble. Alors ça, c'était juste quelque chose que je voulais rajouter. Mais je me permets de vous interrompre parce que je crois qu'ici en Bien plateau, sûr. Benoît Ludgen, vous souhaitiez réagir. En tout cas, ça vous faisait réagir. Oui, alors, réagir pourquoi? Parce que je pense qu'une guerre révèle ou renforce la détermination ou renforce les qualités et les défauts. Désolé d'être un peu cru, un salaud devient une crapule. Un homme bien devient formidable. Et donc c'est un révélateur. Et donc je pense que la détermination ukrainienne, elle est déjà présente. Le patriotisme, l'envie il y a un aspect collectif qui n'a fait que se renforcer, effectivement, certainement au travers du combat, de la réalité des forces extérieures. C'est un révélateur humain terrible, une guerre. On l'a vécu pendant le Covid aussi d'une autre façon, hein. Je veux dire, il y a une espèce de révélation des qualités et des défauts. Mais avec quand même, au départ, je pense, quelque chose de très particulier qu'on ne connaît pas vraiment chez nous, qu'on ne connaît plus chez nous en Europe sur le plan collectif et sur le plan de la solidarité collective, de l'organisation collective, de l'acceptation, de la résilience, etc. C'est quelque chose de très particulier qui est certainement monté en puissance et qui continue à monter en puissance malgré la guerre, je dirais, a fortiori avec la guerre. Paul Loncin, quel a été votre sentiment vis-à-vis de la population? Vous y êtes allé, je le répète, 2 fois. J'imagine que ça aussi c'est intéressant. Il y a des choses qui ont changé, qui vous ont dépaysé quand vous êtes revenu là-bas. Mais effectivement, vous étiez confronté à la population, vous interrogiez, je me rappelle de vous, dans des trains, sur le terrain, mais aussi dans des restaurants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez ressenti et de votre relation à eux? Alors en effet, j'ai fait 2 séjours là-bas, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui n'a pas changé, qui n'a jamais changé, c'est la détermination des Ukrainiens, et je pense que Sébastien pourra le dire aussi, lui qui est encore sur place maintenant, et Paul aussi, c'est quand on leur demande chaque fois qui va gagner, ils répondent que l'Ukraine va gagner. Ils disent oui, ça va être dur, ça va être long, on se prépare à un combat très long, mais on va gagner. Et cette détermination, elle est là. Et on la voit aussi à tous les échelons de la société. Et je rejoins aussi ce que Paul disait tout à l'heure, en disant il y a différents échelons de la guerre, mais à chaque échelon, la société civile se mobilise. À Lviv, eh bien, on va accueillir les réfugiés d'autres parties du pays, de Mariupol notamment. On essaye de développer une clinique pour ceux qui ont perdu des membres. C'est notamment ce que fait le maire de la ville que vous connaissez bien, je pense.
à Kiev, on organise aussi la logistique vers le front. Dnipro aussi, c'est un nœud logistique auquel on a pu se rendre également. Et puis sur le front aussi, il y a une mobilisation. On a vu aussi au tout début de la guerre, avec cette défense territoriale, où beaucoup ont décidé de prendre les armes, de défendre comme ils pouvaient. Et c'est aussi toutes des personnes qu'on a rencontrées et qui à chaque fois montraient une énorme détermination. Et ça, je pense que malgré les modifications des combats, parce qu'il y a eu beaucoup de tournants, on n'arrête pas de dire qu'il y a des tournants dans cette guerre, mais il y en a eu beaucoup. Mais ça, c'est vraiment une constante qui est restée du début à la fin et qu'on voit aussi dans cette communication politique du président Zelensky. Cette détermination, elle est toujours là et je pense qu'elle restera jusqu'à la fin et jusqu'à leur victoire. Sébastien Gaubert, en 2 mots, j'imagine que vous souscrivez à ce qui vient d'être dit. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Sachant que cette détermination, donc, elle date là pour le coup de 2014. Il faut se rappeler qu'en 2014-2015, l'Ukraine avait été sauvée justement par une vague de volontariat, par une vague de personnes qui s'étaient rendues volontairement sur le front. Et donc ça, c'est quelque chose qui change pas en fait. La guerre telle qu'elle s'est déroulée l'année dernière, en fait, est un accélérateur de la construction identitaire, est un accélérateur de ce sentiment d'appartenance des Ukrainiens à leur État-nation et à leur collectif. Ce qui finalement n'était pas si évident quand l'Ukraine est devenue indépendante en 1991, mais qui s'est affirmé avec le temps, une identité civique, une appartenance inclusive, vraiment basée plutôt sur des critères politiques que sur des critères ethniques ou linguistiques, comme on le dit trop souvent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est vraiment quelque chose qui s'est accéléré. Ensuite, c'est sur la relation à la Russie et c'est sur la relation au passé russe et au passé soviétique que les choses ont marqué une rupture vraiment dramatique cette année, puisque, comme ça a déjà été dit, eh bien, les Ukrainiens avaient quand même une certaine, des liens assez forts avec les Russes, que ce soit en termes familial, social, économique, historique, culturel ou même politique. Et il y en avait effectivement certains qui demandaient une certaine intégration avec la Russie, ou en tout cas une union un peu plus rapprochée. Mais ce que Vladimir Poutine a entrepris à partir du 24 février, et ce que ses soldats et les différentes milices dont Wagner perpétuent sur le terrain, ça a créé là pour le coup une cassure absolument irrémédiable, ou en tout cas quelque chose, ça prendra des générations pour être réparé. Donc ça, c'est véritablement ce qui s'est passé cette année. Il y a un troisième point, donc sur cette question de l'identité, je reviens à la question que vous m'aviez posée avant, c'est le complexe d'infériorité par rapport au reste de l'Europe. Moi, l'Ukraine que j'avais connue avant, c'était finalement des petits Européens qui se rendaient compte qu'ils étaient le pays le plus pauvre d'Europe, très corrompu, avec beaucoup de dysfonctionnements politiques et administratifs, et ça, ainsi de c'est suite. plus le cas. C'est fini, vous dites. Alors, attention, la corruption est toujours là, les dysfonctionnements administratifs et politiques sont toujours là, il serait naïf de croire que tout ça a disparu en 12 mois, mais par contre, le complexe d'infériorité, non, puisque les Ukrainiens ont montré cette année, mais aussi évidemment à travers les 2 révolutions 2004-2014, que leur mobilisation collective et finalement leur énergie, leur dynamisme, leur foi naïve dans un espoir, dans un avenir meilleur, ça porte ses fruits, qui peuvent réussir à écrire leur propre destinée sans forcément attendre des solutions qui viennent de l'extérieur. Donc tout le monde est conscient ici de l'aide occidentale, sans lesquelles l'Ukraine n'aurait pas obtenu les mêmes résultats sur le terrain militaire cette année, mais tout le monde est aussi conscient que ce sont les Ukrainiens qui se battent et ce sont les Ukrainiens qui meurent pour écrire leur propre destinée. Oui, effectivement, aujourd'hui en conférence de presse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu ces mots « Nous sommes invincibles, mais nous le sommes grâce à vous ». Ça illustre ce que vous venez de dire. On tourne une brève page de pub, on se retrouve tout de suite après pour la 3e et déjà dernière partie de ce tour de témoignage. À tout de suite. Il est 19h45, nous commémorons 1 an de guerre à l'occasion de cette 2e heure d'émission. Paul Loncin, on va regarder un bref sujet que vous avez livré à l'époque. Que peut-on en dire ?
C'est un sujet qui est réalisé à Kharkiv, on est fin octobre. Kharkiv, c'est environ 30 km de la frontière russe. Il y a énormément de bombardements. C'est une ville qui est très souvent bombardée. Ça prend 1 minute environ, une roquette russe d'aller de son lancement sur Kharkiv. Et alors, là-bas, on a voulu aller voir où se passaient les naissances, dans une maternité qui devait lutter notamment contre les missiles, mais aussi contre les coupures d'électricité. L'enfance dans la guerre, la vie dans la guerre, c'est aussi ce que vous êtes allé filmer. On regarde. Nous sommes dans la maternité de Kharkiv. Ici, malgré la guerre, on continue de donner la vie. Ces bébés viennent à peine de naître. Ils sont prématurés et ont besoin de ces appareils médicaux pour vivre. Sans cet équipement spécifique, les enfants ne peuvent pas survivre. Ces enfants ont besoin de ceci, des appareils pour l'oxygène, pour maintenir la température, des appareils médicaux. Si vous les éteignez, même 1 minute, ils peuvent mourir. Au total, 100 bébés, dont une dizaine nés prématurément, sont en ce moment dans ce service. Une coupure d'électricité leur serait donc fatale. Pour faire face aux différents blackouts que la ville connaît ces derniers jours, la directrice de l'établissement a donc dû trouver des solutions d'urgence. Notre système d'approvisionnement d'électricité a été mis hors service lors des frappes sur les centrales à l'extérieur de la ville. Nous avons eu des volontaires qui nous ont fourni 10 groupes électrogènes. Maintenant, nous n'avons plus de problème dans l'immédiat. Les coupures d'électricité ne sont pas le seul danger de mort pour ces nouveau-nés. Alors que nous sommes dans la maternité, les alarmes anti-bombardement résonnent dans la ville. Impossible pour ces enfants de descendre au sous-sol avec tout cet équipement. Ils doivent rester au 3e étage du bâtiment, exposés, comme le personnel médical qui s'occupe d'eux. C'est impossible. Mais ce n'est pas notre souhait d'abandonner ces enfants pour aller dans un abri. Personnellement, dans ce département, je me sens en sécurité. Un sentiment de sécurité bien relatif quand on sait que la ville est bombardée quotidiennement. Malgré la défense anti-aérienne ukrainienne, les missiles et les roquettes de l'armée russe continuent de s'abattre sur les 800 000 civils encore présents à Kharkiv. Un sujet donc de Paul Lonsin à l'époque. Ça permet de se poser la question de l'enfance dans la guerre. Vous y avez été confronté directement après un bombardement. Vous avez recueilli quelques objets. Je vois que vous avez amené une chaussure de garçon et surtout un cahier d'une petite fille. C'est de l'expression, je crois, expression libre. Il est écrit dedans des choses indéchiffrables au départ pour vous puisque c'est en ukrainien. Mais vous avez tenu à faire traduire ce texte. Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite fille qui a vécu la guerre ? Alors, elle dit « Chaque personne se demande ce qu'est le bien. On pense qu'être bon signifie ne pas faire de mal, ne pas blesser les plus faibles, ne pas mentir. Mais je crois que la bonté consiste en la capacité de voir les besoins des autres sans passer à côté et d'être prêt à les aider. Il n'est pas difficile de faire de bonnes actions, mais pas tous le font, bien qu'elles apportent beaucoup de bonheur et d'amour aux autres. Lorsque nous faisons de bonnes actions, notre cœur se remplit de chaleur. Cette chaleur laisse une marque dans notre âme. Fais une bonne action et le bien sûrement te reviendra comme un boomerang. Incroyable, parce que dans la tonalité, c'est peut-être aussi la façon dont vous le lisez. On a l'impression de lire le fameux journal d'Anne Frank. On est dans des circonstances qui sont les mêmes, la pureté de l'enfance, ces bons sentiments, dans le bon sens du terme pour le coup, cernés par la guerre. Je vais vous poser une question toute bête. Est-ce que vous avez eu peur pendant votre séjour, Benoît Lutgen ? Non. Alors non, même si effectivement on était au tout début effectivement du conflit, une espèce d'expectative, on ne s'en pas très bien ce qui allait se produire. On croyait d'ailleurs que, je le rappelle, hein, c'est important de le dire, que les Russes allaient atteindre Kiev en quelques jours et que tout cela allait se terminer très 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 rapidement. Donc peur non.
Alors après, je pense que parfois a posteriori on peut avoir peur, si je peux dire les choses comme ça, je le dis, parce que oui, il y a eu par la suite, quelques jours après mon séjour, des missiles qui sont tombés à quelques endroits où on était passé. Mais non, je pense qu'on ne peut pas, il faut être prudent, hein. On est accompagné par des Ukrainiens surtout, hein, d'abord qui nous ont accompagnés dans la mission. Alors, on ne peut pas vivre de peur, sinon on n'y va pas. Hein. C'est aussi simple que cela. Et moi, je n'ai pas été comme les deux personnes ici, surtout vous, à ce point auprès du front, dans ce qu'il a de pire aujourd'hui. Hein. Et vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, parce que on peut le voir effectivement. Il ne faut jamais verser dans la banalisation des images. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, parce qu'il y a une forme d'élément d'habitude qui peut se créer. Mais la réalité humaine, et lorsqu'on est au plus près effectivement de l'horreur, comme vous le vivez, je pense que cette dimension-là, on n'oubliera jamais, mais on ne peut pas avoir peur. Paul, cette question de la peur qui semble anodine, mais qui m'intéresse, parce que nous sommes des Occidentaux qui vivons quand même dans des villes tranquilles, et vous êtes allé du côté de ce pays en guerre. C'est quand même pas rien, ce transfert. Non, mais je rejoins Benoît Ludgen sur ce point. On ne peut pas avoir peur quand on est sur place, mais la peur doit aussi guider ce qu'on fait sur place, parce que c'est aussi la limite qu'on va se mettre, la peur. Et la peur est aussi bonne conseillère parfois pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand, et écouter les personnes qui sont autour de nous. Mais c'est vrai que quand on quitte le pays, et ça j'ai eu le cas lors de mon deuxième voyage, on avait notamment été à Kharkiv qui était à ce moment-là régulièrement bombardé, donc il y a toujours ce stress tout de même le soir quand on s'endort au 3e étage d'un hôtel où il n'y a pas d'abri. Et quand on rentre en Pologne, je me souviens d'un moment sur la place de Cracovie, et là on se dit, ah ben ici, on n'entendra pas de sirène. Et on se rend compte que ce que moi j'ai vécu seulement une semaine, les Ukrainiens le vivent depuis 1 an, même plus pour ceux qui sont dans le Donbass, ça fait 9 ans. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose là, qui est un sentiment très particulier à vivre quand on revient dans un endroit sécurisé où là il n'y a aucun risque. On se dit ici il n'y aura pas de sirène, il n'y aura pas de toits déformés ou en feu qui ont été bombardés. Et là il y a quelque chose quand même qu'on ressent. Il reste assez peu de temps. J'ai l'impression, en regardant les différents médias internationaux, qu'il y a différents types de journalistes, peut-être en tout cas différentes requêtes qui sont faites aux journalistes. On sent que certains vont vraiment s'aventurer au front, et puis d'autres relatent la guerre d'un pays en guerre, ce qui n'est pas exactement la même chose. Est-ce que vous faites cette différence? Est-ce que vous avez vu des dynamiques différentes entre différents journalistes? Lors de notre voyage avec Sébastien, il y a un journaliste français qui est décédé, Frédéric Leclerc, un journaliste de BFM, qui était justement dans les environs de Severodonetsk, sur le front. Et je me souviens avoir répondu au présentateur qui nous avait posé la question quand on était là-bas. J'ai répondu, nous, on est des reporters dans un pays en guerre et on raconte le pays en guerre. Lui, c'était un reporter de guerre et il racontait la guerre. Et c'est vrai que le travail qu'on a fait, que j'ai fait, c'était un travail de reporter dans un pays en guerre où on racontait le quotidien des civils, comment s'organisait ce pays, quelle était la vie sur place. Et ce que d'autres médias font, c'est un travail aussi très important. C'est un travail de reporter de guerre. On pense à ces images de médias français, américains ou britanniques. Et là, c'est un reportage de guerre et c'est vrai que c'est à distinguer. Sébastien Gaubert, que pensez-vous de cette distinction-là, des différentes dynamiques qui permettent, quand on colle ensemble les différents morceaux du puzzle, de comprendre ce qu'est cette guerre via la population, dans les villes et via le front, les tranchées? On pense à la journaliste de France 2, Maryse Burgot, qui est souvent interrogée au sein des tranchées. Qu'en pensez-vous? Moi, j'ai fait mon choix depuis longtemps. J'ai fait mon choix depuis 2014, puisque je suis presse écrite principalement. Et donc, ma présence dans les zones de combat ne peut pas se traduire par une valeur ajoutée visuelle, photographique ou vidéo. Donc, j'ai fait mon choix depuis assez longtemps de ne pas trop passer de temps dans ces environs. Pour moi, les deux sont tout à fait complémentaires. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Paul vient tout juste de dire. Moi, j'ai toujours préféré, en fait, je me suis toujours senti beaucoup plus utile en racontant l'arrière, en racontant la mobilisation, en racontant l'impact de la guerre sur les structures sociales, économiques, sur les structures familiales et évidemment politiques. Et ça permet aussi de se détacher de l'instantané, détacher de la bombe qui explose ou des chars qui avancent et d'apprécier un peu la situation sur le moyen long terme, disons. Donc voilà, moi,
En tant que journaliste, en tant que professionnel, j'ai fait mon choix depuis très longtemps, mais j'admire évidemment et je remercie tous les collègues pour pour leur complémentarité, parce que encore une fois, ça nous permet d'avoir une image bien complète. Paul Vazeau, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes, on sent que vous êtes une personne généreuse et optimiste, est-ce que vous l'êtes pour le sort immédiat de ce pays? Je souhaite l'être. Mon cœur est avec l'Ukraine, c'est certain. Maintenant, le printemps, la fin de l'hiver va être déterminante. En rentrant, en traversant l'Europe hier pour être ici ce soir, j'ai vu en République tchèque des chars qui arrivaient. Et j'ai vu aujourd'hui que l'Ukraine prépare pour la fin de l'hiver, début du printemps, une grande contre-offensive. Mais actuellement, l'armée ukrainienne subit. Mais comme disait Paul, le peuple ukrainien est tellement courageux et la population civile qui soutient l'armée, qui envoie des colis, des drones. C'est déterminant et ça fait que selon vous, Oui. le sort de l'Ukraine, comme le disait le président Volodymyr Zelensky, va se solder de façon positive dans quelques mois maintenant. Il est malheureusement déjà l'heure de se quitter. Merci à vous d'avoir bien voulu participer à cet échange d'expériences ô combien précieux. L'information continue sur LN24. À bientôt.